Alors, dans l'émission du jour, nous allons traiter la solitude. Le thème est donc je me sens seule, en confinement ou pas en confinement. Ça peut être un état qui arrive à tout le monde, qu'on soit entouré ou vraiment seul. Exactement. On sait tous ce que c'est. On la fuit lorsqu'elle nous est imposée ou on la recherche quand elle nous manque. Quel est son impact sur notre psychologie? Pourquoi est-ce si difficile de se retrouver seul? Est-ce la même chose que de se sentir seul? Quels sont les avantages qu'elle procure et quels sont bien sûr les inconvénients? Voici notre projet ambitieux, le projet de l'émission de ce jour, à savoir répondre à toutes ces questions. Les Français entament leur deuxième semaine de confinement, certains en couple, certains en famille, certains entre amis et certains seuls. Comment, toi, Sophia, déjà, tu le vis, ce confinement? Est-ce que tu ressens de la solitude ou pas? Alors, mon confinement, pour ma part, se passe assez bien, parce que je pars du principe que même si mon corps est enfermé, ma tête reste libre. Et je ne suis pas seule, j'ai cette chance-là. Je suis confinée avec des gens que j'aime beaucoup, ma famille, mes proches, ils sont sympas. Ça me fait plaisir de les rencontrer, d'apprendre à les connaître. La petite boutade, elle est placée, la petite étiquette aussi. Et donc, la solitude, oui, 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 ça m'aide pour ma part à me recharger et à m'isoler. Bon, super, très bien. C'est vraiment le regard que nous allons porter sur cet état réel, dans la réalité externe, de savoir qu'on est seul. C'est ce regard que nous allons porter sur notre solitude physique qui nous permettra de vivre le mieux possible intérieurement cette réalité qui nous est imposée. Alors, la solitude, elle est vécue par de nombreux Français depuis la nuit des temps, depuis toujours en réalité. Elle ne date pas du mardi 17 mars. Alors, savais-tu, Sophia, que depuis 3 ans déjà, le 23 janvier est une journée qui est dédiée à la solitude? Tu savais qu'il y avait déjà une journée pour la solitude? Non, et ça m'étonne du coup ce que tu dis, parce que selon cette information, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes seules et isolées, et pas seules dans le bon sens du terme. Ouais. Non seulement elles sont seules, mais on n'a même pas conscience qu'elles le sont. Donc pour cette édition 2020, l'association Astrée, donc j'en parlerai par la suite, qui en est à l'origine, elle a dévoilé des chiffres marquants sur ce phénomène, puisqu'elle nous dit que près de 8 Français sur 10 sont touchés par le sentiment de solitude, dont 4 sur 10 de façon régulière. Sophia, as-tu des chiffres, s'il te plaît? Oui, alors attention, accrochez-vous bien, Moi, les chiffres que j'ai trouvés sont assez édifiants. 6,6 millions de Français souffrent d'isolement, et ce depuis, du coup, tu l'as dit, 2016, mais ça fait que augmenter. Le chiffre que je vous ai trouvé date de janvier 2020. 6,6 millions de Français. Et inutile de préciser cette période de confinement et de diminution de liens sociaux, les chiffres risquent d'augmenter encore. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais, Sophia, de la solitude et du sentiment de solitude? Alors, la solitude est à l'état ponctuel, donc instantané ou durable sur le long terme, plus ou moins choisi, donc je veux m'isoler pour me recharger, ou subi. Les gens m'évitent parce que, je sais pas, il y a un truc qui va pas ou ils sont pas cool avec moi. On fait Un individu. Pardon, excuse-moi Sophia, excuse-moi, je te coupe, c'est juste, là ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant et ça renvoie à ce que nous nous disions dans les précédentes émissions. La solitude, c'est bien ce que tu dis, ça peut être quelque chose de passager ou de constant, qui perdure dans le temps. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est une émotion où ça peut devenir un sentiment quand ça dure dans le temps. C'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi, mais qui me vient de l'extérieur. Je te laisse continuer, pardon. Alors, sache, William, que la solitude est très différente si moi je la choisis ou si on me l'impose et je la subis. Si, alors, un individu est temporairement, choisi de lui-même la solitude, ça va plus l'aider à se recharger, à prendre du recul et donc à mieux gérer les situations externes de la vie. C'est vraiment par rapport à lui à l'intérieur. Mais par contre, si la solitude est imposée à moi, ça va faire l'inverse. Ça va plus me plonger dans un trouble émotionnel intérieur. Ça va me perturber parce que j'ai besoin en tant qu'être humain d'être connecté à l'autre, un minimum pour avoir un minimum d'échange, de pouvoir grandir ou tout simplement m'améliorer ou juste avoir un peu de contact humain.
Exactement. C'est quelque chose qui fait partie de façon innée, intégrante, hein, l'être humain, d'avoir besoin d'être dans des échanges, d'être dans des interactions sociales. Est-ce que tu pourrais nous dire si c'est un sujet qui a déjà été traité, qui a déjà été évoqué dans les différents arts qu'il existe? Alors oui, mais avant de venir à ça, je voulais rapidement évoquer les conséquences du fait d'être isolé. Ça peut souvent mener à des dépressions, à des tentatives de suicide et à des maladies du coup psychologiques. Alors, concernant la solitude dans l'histoire de l'humanité à travers les arts, ça varie depuis la nuit des temps. Dans le théâtre, on en parle déjà. Au cinéma, on en fait des films. Des chanteurs, des chanteuses écrivent des textes et s'en inspirent pour tout simplement parler du fait d'être, comme je vous ai expliqué juste avant, du fait d'être soit isolé volontairement pour pouvoir se recharger, soit d'être isolé parce qu'ils se sentent seuls et rejetés de l'autre. Exactement. Alors, la plupart d'entre nous savons ce que c'est que de se sentir seul. On peut être dans une pièce pleine de monde, on peut être dans une maison avec des parents, avec un conjoint, avec des enfants, on peut même être dans une cité universitaire et avoir des colocataires et pourtant se sentir seul. Même une célébrité peut ressentir un sentiment profond de solitude. Vous pouvez être entouré de centaines et des centaines de fans en délire, avoir des centaines d'abonnés, des centaines de followers. Et pourtant, si vous n'avez pas une personne sur qui vous appuyez, au moins une personne qui vous connaisse vraiment, véritablement, vous vous sentirez seul. Alors, en termes d'évaluation des interactions humaines, la meilleure mesure, c'est pas le nombre de personnes que l'on connaît, c'est la qualité des échanges, des interactions que nous aurons avec ces personnes. Alors, pour avoir d'interaction, si je peux me permettre, William, il faut minimum 4 contacts par semaine avec une personne extérieure à nous-mêmes ou à notre proche, notre cercle proche, pardon. Super. Et alors c'est très bien que tu nous donnes ces chiffres-là aussi précis que moi que j'avais pas en tête. Alors pour avoir une vie satisfaisante, nous n'avons pas besoin de tous ces gens. On n'a pas besoin, comme tu l'as dit, de plus de 4 personnes en réalité. Ce qui importe, c'est comme je le disais, plus la qualité que la quantité. Nous avons seulement besoin de 4 personnes sur qui nous appuyer et qui peuvent en retour s'appuyer sur nous. L'homme est plus que jamais, aujourd'hui on le voit bien, est plus que jamais un animal social. Et paradoxalement, jamais celui-ci ne s'est senti aussi isolé, autant en solitude qu'à notre époque. Jamais les moyens d'échange n'ont été aussi instantanés et en même temps, paradoxalement, l'isolement aussi fort. Parce que plutôt que le volume des rencontres de la vie moderne, c'est pas ça qui compte vraiment, c'est vraiment la facilité que l'on peut avoir à vraiment être dans l'échange, dans les interactions vraies. Donc, il convient, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse s'interroger sur le sens réel, le sens profond, même le sens symbolique qui est à l'œuvre dans notre besoin de rencontrer l'autre. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous développons, ce qui est sûr, c'est que nous développerons, ce qui est le plus essentiel à cultiver, à savoir la qualité des liens, à savoir le besoin de remplir ces vides que nous avons à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle le besoin de liens, de remplissage, mais j'y viendrai plus tard. Donc, en cela, le besoin d'amour et le besoin d'amitié, puisque c'est les deux besoins qui, quand ils ne sont pas satisfaits, peuvent nous amener à nous sentir seuls. Notre besoin d'amour ou notre besoin d'amitié, il interroge avant tout le sens à donner à notre existence et aux relations humaines que l'on désire avoir. Alors, pourquoi, d'après toi, Sophia, on se sent seul lorsqu'on n'a pas d'amis et à quoi ça sert un ami ? Alors, un ami sert à trouver une épaule, une oreille ou juste des conseils, une personne extérieure à nous-mêmes pour pouvoir se déverser et se sentir mieux. Et à quoi ça sert un ami? Être présent pour nous et nous être présents pour lui. En fait, un ami, c'est la famille qu'on s'est choisie. Exactement. Pour répondre à la solitude, l'amitié, elle permet d'avoir, comme tu l'as très bien dit, une présence humaine à ses côtés. Cette présence, même si on ne fait pas grand-chose avec elle, même si on n'est pas dans des activités ou dans des interactions,
simplement cette présence humaine qui nous offre une écoute, une disponibilité, elle est déjà apaisante, elle est déjà satisfaisante. Simplement aussi le fait de se retrouver en sérénité avec quelqu'un sans même que l'on se parle, sans même que on se dise les choses, c'est déjà un très grand bienfait. Donc l'amitié, elle nous donne la possibilité de rompre le silence à travers l'échange, et c'est d'autant plus important que l'on sait qu'avec cette personne, on va pouvoir se dire à l'autre, on va pouvoir se présenter à l'autre sans trop de censure, on va pouvoir parler vrai devant l'autre parce qu'on sait qu'on ne va pas être jugé, qu'on ne va pas être censuré. Donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'il nous fallait au minimum 4 personnes. Moi, je dirais, et c'est vraiment dans les cas extrêmes, qu'il faut que nous puissions avoir au moins une personne. Et j'insiste là, et je m'adresse aux personnes qui se sentent seules, il faut que vous puissiez prendre conscience, que vous puissiez regarder autour de vous si vous avez au moins une personne dans votre vie devant qui vous ne portez pas de masque, devant qui vous êtes vraiment vous, sans artifice, sans faux semblant, sans mensonge. Voilà, au moins une personne devant qui vous êtes réellement vous-même. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il faut pouvoir avoir confiance. Donc, oui, bien sûr qu'il faut du temps pour qu'un lien social, social solide se tisse et que l'on puisse vraiment se livrer en toute confiance, qu'on puisse vraiment parler vrai. Mais même si c'est difficile à trouver, à avoir cette personne-là, il faut au minimum en avoir une. Si vous avez une personne sur qui compter, déjà là, vous vous sentirez vraiment, je pense, moins seul. Mais alors, est-ce que déjà, Sophia, est-ce que tu t'es déjà posé cette question, toi? Est-ce que on a vraiment besoin, est-ce qu'on est vraiment surtout prêt à rencontrer l'autre? Est-ce qu'on est toujours prêt à rencontrer l'autre, à avoir des amis? Je me suis souvent posé cette question. Prêt, je sais pas si on l'est réellement. Je pense que toute ta vie, ça va être une accumulation d'expériences qui va faire que tu es prêt. Mais je pense sincèrement que l'être humain a besoin d'être entouré. Bien évidemment, faut qu'il s'isole pour se recharger. Il faut marcher seul pour ne pas être mal accompagné. Mais par contre, je pense réellement que l'être humain ne doit pas être seul. Parce que à être seul sur le long terme, il va vriller tout seul. Il va se quiser, il va s'inventer des amis dans sa tête et ça va pas être très sympa. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense vraiment, avec ce que tu viens aussi de nous dire, je pense que vraiment la bonne question à se poser quand on se sent seul et qu'on désire rompre la solitude que nous vivons, je pense que la vraie question à se poser, c'est si on est vraiment prêt. Pourquoi? Parce que cette question, elle renvoie à notre niveau de disponibilité à ce moment-là dans notre existence à faire entrer l'autre à l'intérieur de nous. Alors, tu te souviens, vous vous souvenez que j'avais déjà expliqué que nous constamment, nous vivions avec 2 réalités. Ma réalité interne qui est constituée de mes pensées, de mes émotions, mes pensées qui sont le résultat de mes expériences, de mon savoir, de mon éducation, et mes émotions, c'est ce qui résulte de ces pensées. Et puis, il y a la réalité externe, il y a la réalité tangible, vérifiable, qui se prouve, qui nous vient de l'extérieur. Ma réalité interne, c'est elle qui va faire que je vais avoir besoin d'aller chercher des choses dans la réalité externe et inversement. Donc, est-ce que je suis vraiment prête à rencontrer l'autre doit nous amener à nous interroger sur notre réalité interne. Nous traversons tous dans notre vie des périodes pendant lesquelles notre histoire ou nos conflits intérieurs vont prendre trop de place dans notre réalité interne. Dans ces moments-là de notre vie, faut pas rêver, c'est vraiment très illusoire que de penser que l'on peut accueillir dans notre réalité interne, dans notre réalité psychique, une place qu'on puisse accueillir. On peut laisser l'autre rentrer à l'intérieur de nous et lui proposer une place. C'est une illusion. Si moi, je suis pas bien avec mes traumas, mes angoisses, mes difficultés, avec certains moments très compliqués que je suis en train de vivre, ça va être difficile d'être disponible psychiquement pour créer de nouveaux liens. Donc, comment, moi je le dis à chaque fois, comment je peux faire de la place à l'autre dans ma tête et dans mon cœur si il y a une guerre, il y a un combat dans ma tête et dans mon cœur. Donc, surtout, gardez bien ça en tête.
les questionnements et souffrances de chacun ne se règlent que très rarement à travers les autres. C'est dans ma rencontre avec moi. Je dois d'abord être bien avec moi-même. Je dois déjà être au clair sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, pour pouvoir accueillir, rencontrer l'autre. Parfois, j'ai des patientes qui me disent mais non, mais moi, je suis pas bien parce que je suis toute seule. Ouais, non, mais en fait, non. Parfois, elles ne sont pas bien, pas parce qu'elles sont seules, absolument pas, parce qu'elles trouvent du plaisir dans la solitude, on va y venir. Si elles ne sont pas bien, c'est parce qu'elles ont des angoisses, elles ont des choses qu'elles ont accumulées depuis de très nombreuses années ou de très nombreux mois, et elles sont pas au clair avec ça, et elles pensent consciemment que c'est parce qu'elles n'ont pas d'amis. Mais c'est un faux problème. Le vrai problème, il est à l'intérieur d'elles. D'accord ? Tu sais que la solitude touche en fait toutes les personnes, toutes les catégories sociales et de tout âge. Enfin vraiment, j'ai lu un témoignage d'un enfant de 7 ans qui disait je n'ai pas d'amis depuis la maternelle. J'ai toujours essayé de me faire des amis, mais j'en ai jamais eu. Ça m'a fait trop de la peine. J'avais trop envie de dire moi je veux bien être ton ami. Oui, et c'est bien, un Ensuite, bébé peut se sentir seul, hein. J'y tu vois. viendrai. Le pauvre. Ensuite, on a des collégiens aussi qui souffrent beaucoup d'isolement, voire des lycéens, et ils disent même que la plupart du temps, ça peut pousser à l'harcèlement. Donc, ils préfèrent être ignorés dans le bon sens. Enfin, ils disent quoi, hein, pour résumer les faits? Personne me calcule, mais quand on me calcule, ils sont méchants avec moi. Donc, je préfère que vous me calculez pas du tout, et je me sente seule jusqu'au bout, que vous me calculiez pour m'envoyer des bad vibes. Exactement. Ça le fait. Alors, là, ce que tu dis, ça me fait penser un petit peu à la citation de Sartre qui nous écrivait, je crois, dans les années 1900, que l'enfer, c'est les autres. Est-ce que tu peux essayer de réfléchir et de nous dire quelque chose par rapport à cette parole de Sartre? Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à ça? Alors au début, on a cru qu'il voulait dire par là que c'était le rapport aux autres qui me mettait mal moi. La manière dont il me calcule ou il me calcule pas, ça va jouer sur moi. Mais en fait, c'est autre chose. Ce qu'il voulait dire, c'est que les rapports avec autrui, hein, qu'ils soient tordus, vicieux ou bien qui nous calculent pas, bah ça va rien changer à nous, notre réalité interne. C'est vraiment nous à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on a la possibilité d'offrir à l'autre et donc de recevoir en retour. Est-ce que tu as une citation de Sartre? Il me semblait qu'à un moment donné, il nous disait quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, tu peux essayer de nous la retrouver, cette citation? Parce que je pense qu'elle est quand même importante. Alors, sa citation est: quand nous pensons sur nous, nous essayons de nous connaître. Au fond de nous, nous usons nos connaissances que les autres ont déjà émises sur nous. Mais nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donnés pour nous juger. Donc en fait, ça résume réellement le fait que moi, à l'intérieur de moi, je vais me construire des idées sur l'extérieur, ce que les autres vont m'offrir. Mais en fait, ça doit être l'inverse. C'est moi, de l'intérieur, je dois avoir une bonne idée de moi pour faire en sorte de me mettre un mur pour que l'extérieur n'interfère pas sur moi. Alors, c'est une question de priorisation. Alors, tu te souviens, on avait parlé à un moment donné, et j'invite nos Facebookers, mais également nos auditeurs à réécouter, à revoir nos précédentes émissions et surtout ne pas hésiter à s'abonner pour pouvoir recevoir sur leur fil d'actualité les informations concernant donc la publication de nos émissions. Tu te souviens, j'avais expliqué que notre estime de nous, la valeur qu'on s'accorde, elle se construit à partir de deux choses. L'idéal que l'on a de nous, ce que l'on rêve d'être, et l'image que l'on a de nous. L'image que l'on a de soi, elle nous vient des autres. Donc, on ne peut pas faire abstraction de l'autre. On est des êtres sociaux, on ne peut pas vivre sans les autres. La valeur que je m'accorde, elle va être déterminée par aussi ce que les autres me renvoient. Maintenant, c'est pas uniquement, et c'est pas ce qui est le plus lourd dans la balance, ça c'est pas ce qui compte le plus, l'image que les autres me renvoient. Ce qui va compter le plus, c'est dans quelle mesure, moi, dans mes actes, dans mes comportements, dans mes attitudes, je colle le plus près possible de mon idéal que moi, j'ai de moi. Donc, c'est un peu ce que tu nous disais, hein. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'est le fait de se sentir exclu, jugé, ridiculisé par les autres, mais c'est aussi et surtout le fait soi-même de se juger négativement et de ne pas faire ce qu'il faut pour se renvoyer une image positive. Oui, dis-nous. Alors, oui, on va se retrouver après la pub, hein, sur nos ondes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live, l'application, le YouTube ou même sur la Free. On est partout. En attendant, pour les gens qui sont sur le Facebook, nous allons prendre quelques questions et y répondre. Pour nos auditeurs, on se retrouve tout de suite après la pub.
Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, William, je vais essayer de te condenser 2 ou 3 questions qu'on a reçues en une seule question. On nous demande comment se limiter les dégâts de l'isolement pour éviter le suicide ou pour refaire confiance à quelqu'un suite à une relation avec un pervers narcissique. Mais viens, on essaye d'abord de traiter le suicide, s'il te plaît. C'est le plus important. Alors là, on est dans un cas, dans une situation qui est extrême. La dépression, elle peut, m'amener à la solitude, au repli sur moi. La dépression, quand elle s'intensifie, quand elle s'aggrave, quand il n'y a pas de psychothérapie qui a été mise en place, quand il n'y a pas un vrai travail, un vrai accompagnement, un vrai soutien, qu'il soit médicamenteux ou qu'il soit psychothérapeutique qui a été mis en place, un risque, des risques extrêmes pourra être les idéations suicidaires, les pensées qui nous envahissent et qui nous font cette injonction de mettre fin à notre vie parce qu'on veut faire cesser la douleur. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Aujourd'hui, c'est bien entendu pas le sujet de l'émission, puisque les personnes qui sont en dépression, elles doivent pas se dire comment faire pour ne plus être seules. Elles doivent prendre conscience qu'elles sont dans une extrême souffrance, dans une grande détresse, dans un grand désarroi, et elles doivent prioriser, elles doivent se faire accompagner, elles doivent se faire aider, et éventuellement, comme je l'ai dit, avoir recours à des psychotropes, mais voilà, je pense vraiment que c'est pas le sujet d'aujourd'hui et que pour parler de la dépression, il faut peut-être, si la personne est isolée, contacter. Il y a des lignes d'écoute comme SOS Amitié, j'y reviendrai, qui sont à leur disposition. Il y a SOS Suicide aussi. Il faut essayer de voir autour de soi qui on peut appeler. Enfin, c'est vraiment un autre sujet, donc je pense qu'on reviendra dessus. Mais là, le problème, il n'est vraiment pas dans le fait d'être seul, puisque c'est souvent… De toute façon, pour un complément d'information, n'hésitez pas à suivre William sur sa page, la contacter. Elle donne aussi des consultations via téléphone. Alors, il est difficile de faire connaissance lorsqu'on a une différence comme un handicap. Quelques conseils, peut-être. Oui, moi, je dirais faire de l'handicap une force. J'ai pas entendu, Sophia, pardon. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire de son handicap, sa particularité, une force, parce qu'on est tous uniques en soi. On a tous un handicap, quel qu'il soit, physique, mental, un complexe, d'élocution, de bien-être, d'équilibre, j'en sais rien. Et en fait, au lieu de se dire ça me bloque ou je complexe dessus ou les gens ils aiment pas ça, faut faire l'inverse. J'ai ça, ouais peut-être, mais ça en fait, c'est ça qui fait que je suis unique moi et que je ressemble à personne d'autre. Oui, moi, ce que je vais voir derrière cette question, c'est je ne m'aime pas, je n'aime pas ma différence, je n'aime pas ce que je suis. Et donc, ça va être difficile pour moi d'accepter ou de me faire aimer par les autres parce que je n'affirme pas, je n'assume pas, je n'aime pas ce que je suis. Il faut d'abord, le problème, il n'est pas dans le regard de l'autre, le problème, il est dans le regard que je pose sur moi-même. La première chose à faire, c'est de s'affirmer, c'est d'être en connexion avec nos émotions, avec nos besoins, c'est de faire le deuil de cet idéal que l'on peut avoir de nous et qu'on n'atteindra pas, c'est accepter, c'est accueillir en nous, en soi, notre différence. Votre différence, c'est une force, c'est une qualité, c'est une richesse. Heureusement que nous ne sommes pas tous identiques, heureusement que nous ne sommes pas tous uniformes. Il faut être fier de ce que vous êtes parce que votre différence, mon Seigneur, dans sa grande miséricorde, il n'a pas décidé de vous l'octroyer sans raison. On est dans une grande usine, dont le patron, pour les personnes qui ont une croyance, c'est notre Seigneur. Dans cette grande usine, le patron, le grand chef, il a besoin d'avoir absolument il va avoir besoin de plein de compétences, il va avoir besoin de plein de personnes différentes. Chacune a un rôle, chacune a quelque chose à apporter et ça va dépendre de votre handicap. Peut-être que votre handicap, justement, il va apporter quelque chose d'une humanité, d'une richesse, d'une remise en… Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous voilà de retour. Alors, un petit sourire en coin pour ma part, parce que ce que vous avez raté en off, c'est William dans son explication et moi qui lui faisais des signes en mode la pub, la pub, la pub. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live Facebook de la radio, à commenter, à donner vos avis, à nous proposer des thèmes, tiens, à réagir à ce qu'on dit aussi, via la page, les réseaux sociaux, YouTube ou bien l'application. Vraiment, n'oubliez pas que cette émission, on l'a fait pour vous, car on est ensemble, confinés ou pas, on reste confiants. Eh oui, Sophia, je suis une élève indisciplinée, tu as vu? C'est ça qu'on aime. Donc, j'étais en train de vous dire que notre handicap, notre différence, c'est une force et que il faut pouvoir en être fier. Vous savez, moi, ce que je vous dis, je vais vous parler un petit peu très rapidement de moi. Moi, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous pousser à assumer ce que vous êtes et à être fier de celle que vous êtes ou de celui que vous êtes. Si je vous parle, si je veux vous parler de ce dont je vais vous dire, c'est vraiment pour que vous ayez conscience que c'est une chance en réalité. Alors moi, mon Seigneur m'a donné il m'a fait ce grand cadeau d'avoir 3 enfants différents. Et le discours que je vous tiens, c'est le discours que je tiens à mes enfants. Mon aîné est autiste. Il a un syndrome d'Asperger. Et mes 2 derniers enfants, mes jumeaux, sont tous les 2 porteurs du syndrome de Down. Donc, ils ont une trisomie 21. Je ne me suis jamais inquiétée de ce que les autres vont penser d'eux. Je me suis toujours inquiétée du regard que eux, ils pourraient avoir sur eux-mêmes. C'est important de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, parce que c'est mes enfants, mais vous tous, hein, ceux qui nous écoutez ou nous regardez et qui avez un handicap, vous avez quelque chose à donner aux autres. Mais vous ne pouvez pas donner aux autres si vous ne vous donnez pas à vous-même. Les autres ne peuvent pas nous aimer si déjà nous ne nous aimons pas. Donc, le plus important, c'est de s'accepter, c'est de renoncer à un idéal qui peut être un peu trop élevé. Si moi, j'attends de mes enfants ou si je pousse mes enfants à coller à la norme, à coller à ce que les autres voudraient qu'ils soient, ils seront toujours malheureux puisque l'idéal qu'ils ont d'eux sera trop éloigné de l'image véritable, l'image consciente qu'ils ont d'eux. Donc, on renonce à cet idéal qui est peut-être inaccessible du fait de notre différence, de notre handicap. Et au contraire, on regarde vraiment droit dans les yeux ce que l'on est et on apprend à aimer ce que l'on est. C'est indispensable. Alors, en fait, le conseil que je pourrais donner, moi, William, c'est de se traiter soi-même comme on traite les gens qu'on aime. C'est un truc tout bête, mais on a tendance à un peu être trop sévère avec nous-mêmes, trop être strict ou trop se mettre les attentes trop hautes. Mais en fait, non, il faut se considérer comme son propre ami. Il faut se consoler comme on console nos amis. Il faut s'écouter. Il faut être attentif à nos besoins. Il faut agir en fonction. Et peu à peu, on trouvera le chemin du bonheur et de l'équilibre. Mais tu sais, Sophia, un des grands problèmes de ce monde, de cette société dans laquelle nous vivons, c'est que souvent, les gens, malheureusement, vont être dépendants des autres, vont rechercher la présence de l'autre parce qu'ils n'aiment pas être avec eux-mêmes, parce qu'ils ne s'aiment pas, parce que être à l'écoute de son intériorité, être face à ses pensées, être face à sa propre réalité, c'est insoutenable. Ils vont chercher à fuir ce qu'ils sont. Donc, on va vous donner des conseils là de comment vivre la solitude et s'en sortir, mais je vous préviens tout de suite, aucun des conseils que nous allons vous donner a pour fonction, pour objectif de vous parasiter et de vous déconnecter de vous. C'est bien le contraire. Alors, simplement, avant de passer à ça, Sophia, si tu es d'accord, j'aimerais insister sur le fait que notre besoin de l'autre, il a une incidence, bien sûr, sur ma santé psychique, mais aussi sur ma santé physique. Il y a de nombreuses études qui ont démontré qu'être entouré, pouvoir échanger, partager avec les autres avait un impact positif aussi sur ma santé physique. L'isolement social, il est aussi dangereux que le tabagisme ou l'obésité, même s'il est beaucoup plus difficile et plus compliqué à admettre. Alors, il y a une recherche de Droukov Roular, alors son nom est un peu difficile à prononcer, mais ce qui vous importe, c'est de connaître les résultats. Les résultats ont été publiés dans le New York Times il y a quelques années et il a démontré, cette étude a démontré que la solitude est extrêmement nocive, notamment pour le sommeil, notre système immunitaire et notre capacité à gérer le stress. On sait que la solitude, elle augmente de 29% le risque de maladie cardiaque, de 32% le risque d'accident vasculaire cérébral.
On sait que les personnes qui sont isolées vont être 2 fois plus susceptibles de mourir, même prématurément, que ceux qui ont des échanges et un contact fréquent avec les autres. Pourquoi? Et attention, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas vous inquiéter, je ne veux pas mettre de l'anxiété là où il ne faut pas. Pourquoi? C'est parce qu'on a viscéralement besoin de faire sortir de nous nos émotions. On a besoin d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et parfois, c'est difficile d'être seul face à soi-même et d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On va avoir besoin de passer par les autres. On va avoir besoin que d'autres nous donnent cette opportunité, cette possibilité d'exprimer notre intériorité. Notre intériorité, elle est constituée de quoi? On l'a déjà dit. Mon intériorité, elle est constituée de tout ce que j'ai refoulé, de tout ce que j'ai bloqué à l'intérieur de moi, à savoir mes émotions. Or, une émotion est une énergie psychique et on n'a plus besoin là de démontrer et d'expliquer, parce qu'on l'a déjà fait dans des émissions précédentes, qu'une émotion, c'est une énergie qui a 2 faces. Elle a un côté pensée et elle a un côté soma, corps. Mon émotion, elle me vient de ma pensée et elle s'exprime à travers mon corps, ma gestuelle, mes mimiques, mes attitudes. Quand je n'exprime pas mes émotions, ces émotions vont rester bloquées à l'intérieur de moi et elles vont chercher coûte que coûte à sortir, à s'exprimer, à se réaliser. Et si ces mots qui sont ce conflit intérieur ne se fait pas à travers mes paroles, à travers mes mots M-O-T-S, elles se libéreront, ces émotions, ces énergies, à travers mon corps. Et c'est là où je risque de psychosomatiser et c'est là où mon corps va devenir le réceptacle de mon mal-être et c'est là où je vais commencer à avoir des symptômes telles que la chute de mes défenses immunitaires ou l'augmentation de certaines maladies telles que l'arthrite, le diabète de type 2, etc. Je pourrais même développer des insomnies, je pourrais développer des troubles des conduites alimentaires. Bref, quand je me sens seule, quand je n'exprime pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi, eh ben, ça va avoir un impact, une incidence sur ma santé physique. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, mais la solitude, elle, en plus de nous briser le cœur, elle peut aussi nous tuer. Donc, la solitude, elle nous rend pas seulement malade, elle est aussi un risque sanitaire majeur. Donc, vous imaginez bien que cela doit avoir une grande conséquence en ces temps-là de confinement. Il y a des études également qui ont été faites et qui ont démontré sur des personnes âgées que l'isolement conclut, et ces recherches, elles ont conclu que ceux qui sont privés d'interaction sociale adéquate sont 2 fois plus susceptibles de mourir prématurément. Donc, en ces périodes de confinement, je ne cesse de le répéter, et je sais que toi aussi, Sophia, n'hésitez pas, obligez-vous, mettez-vous des rendez-vous s'il le faut dans votre journal quotidien. Appelez vos aînés, appelez vos parents en vidéoconférence, même par message, mais en tout cas, faites-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls et donnez-leur la possibilité, même si ça vous fatigue, même si ça vous saoule, pardon pour la familiarité, mais donnez-leur la possibilité de se plaindre, donnez-leur la possibilité de se vider, même si vous n'avez pas de solution, même si vous ne savez pas quoi leur dire, même si vous savez pas comment les aider, c'est pas grave. Offrez-leur cette écoute qui est indispensable et qui leur permettra de moins se sentir seul. Donc vraiment, si on a choisi de parler de ce sujet aujourd'hui en période de confinement, c'est parce que nous l'avons tous vécu et on sait tous à quel point la solitude, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais surtout qui est difficile à admettre. Oui, Sophia, excuse-moi. Moi, j'ai un bon entre-deux. Moi, je vois ça comme un verre d'eau, en fait, comme une carafe. Avant d'aller remplir le verre des autres, il faut que ma carafe à moi soit pleine. Donc, si malheureusement, j'ai pas trop le moral, pas trop l'énergie ou pas trop la forme pour envoyer des bonnes vibes, ce que je vous conseille, c'est d'allumer votre radio tous les jours, 11h midi, de venir nous suivre parce que, encore une fois, je précise, on fait cette émission pour vous. On essaye de vous donner des clés, on essaye de vous occuper, de vous distraire ou de vous apporter une petite bouffée d'oxygène. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner nous des thèmes, suivez-nous, donnez des réactions, des commentaires, tout ça, tout ça. En parlant de commentaires, William, on en a un très intéressant. Est-ce que, selon toi, la religion, enfin du moins le fait de croire, peut nous aider à trouver une sorte d'équilibre dans l'isolement ou dans notre sociabilité, ou du moins à mieux vivre avec le fait d'être isolé? Tout à fait. Et je le réévoquerai par la suite dans les conseils que nous allons très rapidement donner. Il faut bien comprendre que ce qui fait que la solitude devient insupportable pour certaines personnes, c'est
leur sentiment de vide intérieur. C'est ce sentiment à l'intérieur qu'elles peuvent ressentir d'être vide. D'où nous vient ce sentiment de vide? Faut déjà comprendre comment se créent les interactions, les premières interactions sociales. Les premières interactions que je vais avoir, ça va être avec ma maman in utero. Elle me parle, elle me touche, elle me fait sentir sa présence. Quand je viens au monde, c'est elle qui pense pour moi. Elle est l'appareil à penser mes pensées. Je suis fusionnelle avec la psyché de ma maman. Je ne pense pas par moi-même. C'est lors des premières séparations, c'est-à-dire des premiers moments de manque, que je vais prendre conscience de mon individualité. Quand je vais grandir, quand je vais avoir une motricité ou des capacités à aller explorer le monde, si j'ai une maman à côté de moi qui me rassure et qui me dit « Vas-y, je suis là, je suis avec toi », si ma maman, elle existe dans ma psyché et que j'existe dans sa psyché, eh ben, je vais me sentir suffisamment sécure, suffisamment rassurée pour aller explorer ce monde, cet environnement. Maintenant, si pour des raisons telles que la dépression, les angoisses, un voyage, une séparation quelconque, si pour plein de raisons, ma maman est venue à manquer, alors je dis ma maman, mais ça peut être une figure d'attachement première, hein, c'est pas forcément la mère, mais si cette figure-là qui me rassure, qui me permet d'aller explorer en sécurité mon environnement, si cette figure, elle vient à me manquer, je risque d'avoir une insécurité, un sentiment de vide à l'intérieur de moi. Alors, vous avez tous déjà vu, vous avez tous entendu parler, que ce soit du doudou ou de l'ami imaginaire. Le doudou, cet objet transitionnel, hein, ou cet ami imaginaire qui me permet d'aller en sécurité, explorer le monde, sortir à l'extérieur, ce doudou, cet ami imaginaire, il a ce rôle de combler ce sentiment de vide à l'intérieur de moi. Et donc, pour en revenir à ta question, les personnes qui ont une religiosité, les personnes qui ont une croyance en un Dieu, elles ne sont jamais seules. Elles ne se sentent jamais vides parce qu'elles ont cette certitude que quand elles vont dans le monde extérieur, quand elles cherchent à faire des choses, eh ben, il y a toujours un être, une entité divine, un être supérieur qui les accompagne, qui est avec eux. Donc oui, la religion, croire en un être qui vous aime plus que vous ne vous aimerez jamais, croire en un être qui est avec vous et qui vous accompagnera du début jusqu'à l'au-delà, croire en un être qui croit en vous, même quand vous n'y croyez pas, croire en un être qui sonde votre cœur quand vous n'êtes pas en mesure de sonder votre cœur. Hein, on sait qu'on n'a pas facilement accès à notre inconscient, puisque c'est le problème de l'inconscient, il est inconscient. Donc, croire en l'existence d'un être divin qui vous aime de façon inconditionnelle et à qui vous n'avez rien à donner et qui n'a pas besoin de vous, bien sûr que c'est un étayage, bien sûr que c'est un soutien immense. Alors, la psychanalyse dira que c'est juste une solution qui est apportée à un conflit intérieur et que finalement on ne règle pas le problème. Non, moi, je m'adresse à ceux qui ont une forme de croyance. Croire en une divinité, croire en la vie, croire en ce que vous voulez, ça vous renforce intérieurement, ça vous donne confiance en vous, ça vous donne de l'estime pour vous-même et ça vous donne surtout beaucoup d'amour pour vous. Alors, surtout, moi je voudrais juste embrayer du coup sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Sophia, on ne peut pas la fuir la solitude, on est d'accord? On ne peut pas la fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions, enfin il y a des situations, pardon, où on est face à la solitude, qu'on le veuille ou non. Est-ce que tu as des idées de moments dans notre vie où on ne peut pas la fuir, la solitude? Sans sans passer pour la déprimée de la vie, je dirais la mort. Tout à fait. Alors, là, tu nous as donné la situation ultime où on va être seul face à soi-même. Effectivement. Mais il y a d'autres situations. Par exemple, dans les situations de souffrance profonde. Dans la souffrance profonde, dans ma douleur, il faut accepter l'idée que je serai toujours seule, qu'elle soit physique ou psychologique. Il n'y a personne qui ressent, il n'y a personne qui vit votre douleur à votre place. Vous devez accepter que la meilleure présence, la meilleure compagnie dans votre douleur, c'est vous-même. Il y a personne qui pourra ressentir avec vous. Donc, acceptez que dans votre solitude, eh ben, vous devez être seul avec vous-même ou
avec votre Seigneur, quand il y a une forme de croyance. Également, un autre moment où de toute façon je vais être seule, ça va être aussi dans les moments heureux. Bah oui, parce que dans mes grandes joies, dans mes grands bonheurs, des fois on est frustré parce que l'autre ne se réjouit pas pour nous ou n'est pas hyper heureux comme nous de ce qu'on est en train de vivre. Mais oui, mais parce que dans ces moments-là, l'autre, il n'est pas en capacité de rentrer à l'intérieur de nous et de ressentir ce que nous ressentons. Il n'y a rien de pire, il n'y a vraiment rien de pire que d'avoir à partager une grande joie avec quelqu'un et que l'autre s'en fiche en fait, que l'autre ne voit pas cette joie que nous ressentons. Donc là aussi, il faut accepter qu'il y a des moments dans notre vie où on doit être seul avec soi-même et il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bon, c'est juste une réalité qu'il faut accepter. Alors, tu me disais tout à l'heure en off, Sophia, et je pense que c'est important qu'on puisse en parler aussi, tu me disais qu'il existait 2 types de solitude. Oui, alors il y a la solitude volontaire que moi je choisis de m'isoler parce que les personnes qui m'entourent, elles sont un peu toxiques, elles me tirent vers le bas, je kiffe pas trop ma vie. Et du coup, loin d'elles, je me sens mieux, c'est grave bénéfique pour ma personne. Et il y a la solitude qu'on m'impose, ça veut dire qu'on m'esquive, on me parle pas, on m'ignore ou on veut pas être mon ami. Et ça, c'est un petit peu moins cool. Ouais, exactement. C'est exactement ce que tu dis. Il y a la solitude choisie, la solitude forcée. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur la solitude qui est forcée. Pour le coup, celle que je subis, elle est là parce que j'ai raté, entre guillemets, mon intégration dans un groupe. Là, donc, je vais me sentir exclue, mais je vais me sentir exclue pas seulement parce que ça vient de mon intériorité, c'est vraiment parce que c'est une réalité qui me vient de l'extérieur. Je suis vraiment exclue. Exclue parce que je suis handicapée, parce que je suis différente, ce qu'on disait tout à l'heure, ou parce que je connais pas la langue du groupe. Quand je suis une immigrée, quand j'arrive dans un pays que je connais pas la langue, c'est normal que je me sente seule. Ou bien quand au collège, au lycée, ou dans un groupe d'amis ou d'échanges, je partage pas les mêmes centres d'intérêt, je partage pas les mêmes opinions, je n'ai pas la même lecture du monde, ou quand mes valeurs ne correspondent pas à la norme, je vais pouvoir malheureusement me sentir seule. Donc, ce rejet, il peut provenir soit de moi-même, soit des autres. Quand dans la réalité externe, je suis vraiment différente des autres, ça c'est réel, ce qui va exacerber en fait le sentiment de solitude, ça va être 2 choses. Ça peut être moi et le fait que j'ai pas confiance en moi et en mon potentiel et donc je vais pas m'imposer, je vais pas forcer les autres à entre guillemets à me regarder, à m'entendre et à m'accepter. Soit ça peut venir tout simplement du groupe et là il y a rien à faire, consciemment ils ne veulent pas de moi. C'est ce qu'on retrouve dans les formes de racisme, d'exclusion, etc. Donc, de toute façon, le résultat, il va être identique. Là, dans ces 2 cas-là, dans ces types de situations-là, de toute façon, la communication, elle va être très difficile, voire impossible. Je vais vivre une très grande souffrance de rejet. Le groupe, qu'ils s'en rendent compte ou s'il ne s'en rend pas compte, de toute façon, il va faire que je vais me sentir honteuse, je vais me sentir coupable même de pas être acceptée par les autres. C'est aussi ce qu'on retrouve dans certaines situations au travail. Ça va venir exacerber le sentiment de non-reconnaissance et peut-être même le burn-out. Et puis, il y a la solitude qui est choisie. Et la solitude qui est choisie, et ça nous permet aussi, par la suite, ça va nous permettre de parler des solutions, des conseils qu'on peut apporter. La solution qui est la solitude, qui est choisie, c'est une solitude que je choisis de vivre, que je choisis d'assumer. Elle va provenir de ma force. Quand je me sens forte, naturellement, je vais avoir tendance à m'isoler, à m'éloigner des personnes qui pourraient être négatives, qui pourraient être toxiques. Et quand je me sens forte, notamment dans certaines activités, je vais avoir ce besoin de m'éloigner des autres. Par exemple, dans la créativité artistique ou scientifique, voilà, quand je fais des études, quand je fais des recherches, ces moments-là, je dois être seule parce que c'est nécessaire, parce que ça me permet de me ressourcer de façon profonde, ça me permet de me recentrer sur moi. Et puis, la solitude, elle peut aussi être choisie dans mes moments de faiblesse. Quand je me sens faible, parfois, je vais avoir ce besoin qui est nécessaire et qui est positif aussi, de m'isoler volontairement pour me recentrer sur moi, pour ne pas aussi être confrontée à des personnes qui pourraient être nocives, négatives et qui risqueraient de m'affaiblir encore plus. Par exemple,
une personne handicapée, mais on va dire handicapée des jambes, une handicapée moteur, elle va chercher des lieux où elle pourra aller avec son fauteuil roulant. Elle va pas aller dans des endroits où on peut que marcher, vous voyez. Elle va aller dans des endroits où elle sera seule, mais où elle sera bien avec elle-même, où elle va pas se confronter à des difficultés encore plus que celles qu'elle vit déjà. Je me dépêche. La solitude, quand elle est choisie, ça peut être un vrai bonheur, hein, pour ceux qui l'assument. Ça peut être vraiment un bonheur parce que je n'ai pas j'ai pas d'autres obligations que celles que je vais me donner. Moi, j'ai pas mal de patientes là et qui me surprendront tous les jours et qui me surprendront toujours. C'est impressionnant comment l'être humain, il peut avoir des ressources à l'intérieur de lui. J'ai des patientes qui, en consultation, que je recevais en consultation, donc au cabinet, en libéral, qui me disaient « je suis seule, je souffre de ma solitude » et qui là, quand je les ai par téléphone, me disent « ah mais non, mais moi le confinement, ça m'a trop fait du bien, ça a fait absolument l'effet inverse, je comprends pas que les gens puissent souffrir du confinement ». Parce que en fait, elles ont changé leur façon de penser, elles ont changé leur façon de regarder cette réalité, elles ont compris que ce confinement, que cette solitude leur permet, leur permet de se créer un espace personnel. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. J'ai essayé de te prévenir. En plus, j'ai voulu dire les auditeurs, on revient tout de suite, tout ça, mais William Touch. Du coup, William, avant de te reprendre ce que tu disais, on a 2 questions et s'il te plaît, en express. Une super intéressante, mais d'après toi, est-ce que prendre un animal de compagnie ou un chien peut aider à combattre la solitude? Par exemple, un chien, mais ça peut être autre chose, hein. Un poisson, un koala, un singe. Est-ce que vous avez vu le film Seul au monde? Alors moi je l'ai pas vu, je vous dis franchement, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai lu des critiques concernant ce livre, hein, avec Tom Hanks. Dans ce film, il me semble, et tu me diras si je me trompe, Sophia, un homme se retrouve sur une île déserte et crée un lien d'attachement, une grande amitié avec quoi? Est-ce que tu peux nous dire avec quoi il devient ami? Avec un ballon de handball. Ok. Alors, il prend un ballon, il fait un petit dessin pour faire un visage dessus, et il lui parle, et il en prend soin, et il développe des sentiments et des émotions pour lui, genre c'est vraiment son pote et tout. Et oui, l'être humain, on est des êtres sociaux, on a de façon viscérale, de façon profonde, c'est comme ça que notre Seigneur nous a créés. Nous avons besoin d'être en échange, en interaction avec d'autres. Regardez, Tom Hanks, ce film, il est génial parce que il interroge même la nature même de l'être humain. Cet homme, même s'il n'y a pas de réciprocité, même s'il n'y a pas de retour, même si ce ballon ne lui parle pas, en attendant, ça répond à ses besoins d'appartenance. Il faut bien comprendre qu'on a une série de besoins. On en a parlé avec la pyramide de Maslow. On a pour être heureux, on a nos besoins physiologiques, on a nos besoins de sécurité, on a notre besoin d'appartenance. C'est quoi le besoin d'appartenance? J'ai besoin, vous voyez, on le voit très bien en rouge. Notre besoin d'appartenance, c'est le fait qu'on ait besoin de se sentir intégré. C'est le fait d'avoir besoin d'échanger, d'être avec les autres, d'être en contact, de se sentir aimé. Et ça va dépendre beaucoup aussi de nous. Hein. Tom Hanks, quand il prend ce ballon et qu'il s'invente un ami imaginaire ou un doudou, un objet transitionnel, quand on reprend la théorie de Winnicott, en fait, il vient essayer de répondre à son besoin. Donc, pour résumer, oui, avoir un animal de compagnie est un bon moyen de se sentir moins seul. Dès l'instant où on va lui attribuer des pensées, où on va lui attribuer des ressentis, dès l'instant où on va être dans un dialogue avec cet animal, il va venir en fait satisfaire, combler notre besoin d'expression de nous-mêmes. C'est ça. Alors, oui. C'est ça que ça vient combler. J'ai eu un autre retour aussi super intéressant et c'est quand même la 3e ou 4e fois que je lis la même chose. Comment ça se fait que dans les grandes villes ou dans les grandes métropoles, il y a beaucoup moins de contact humain que dans les petits villages et les petits patelins où les gens vont plus prendre le temps de parler à l'autre?
comment se fait-il que sur le plan psychologique, on peut avoir tendance à avoir recours aux préjugés ou aux a priori? Tout simplement parce qu'on sait que sur le plan cognitif, quand on est face à un afflux d'informations, à un trop grand nombre d'informations, notre psyché va avoir besoin de synthétiser. Elle va avoir besoin de revenir à la base, ou plutôt à l'essentiel, de condenser, de résumer. Ça, c'est sur le plan cognitif. Imagine maintenant, Sophia, qu'on ait des centaines et des centaines, voire des milliers et des millions même de personnes autour de nous. On ne peut pas être en contact et en interaction avec absolument tout le monde. Et finalement, le côté pervers de cette société de postmodernité, d'hyper-communication, c'est que devant le trop grand nombre, on va avoir tendance à se replier, on va avoir tendance à s'isoler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette époque, cette société dans laquelle nous sommes, elle doit nous amener à au moins avoir une ou deux ou trois ou quatre personnes, comme tu l'as très bien dit, avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler vrai, avec qui on peut être véritablement nous-mêmes. Donc oui, la société dans laquelle nous sommes, elle s'y prête à chaque époque, à chaque société, de nouveaux mots qui émergent. Donc, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, rebonjour à tous pour les auditeurs et les auditrices qui nous suivent. Vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook Live de la radio ou via la page YouTube de la radio, l'application, les réseaux sociaux ou même via la télé avec la chaîne Free Satellite Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre, commenter, faire des réactions, donner vos avis, même nous proposer des thèmes d'émission, car semaine prochaine, on va vous proposer une nouvelle plateforme, un nouveau design, une émission toute revue pour vous, faite par nous selon vous, vos besoins et vos demandes. William, tu peux donc reprendre sur le thème de la solitude, s'il te plaît. Alors, si tu es d'accord, comme il nous reste quelques minutes, à peu près 8 minutes, on va tout de suite passer aux solutions. Comment faire pour vivre sa solitude, qu'elle nous soit imposée par les autres ou par notre réalité interne, par nous-mêmes. Déjà, première chose, il faut vraiment apprendre à positiver sa solitude. C'est vraiment le regard que je porte sur le fait d'être sans compagnie, être sans quelqu'un à côté de moi qui échange avec moi. Un bon moyen, c'est d'écrire. Un bon moyen, ça peut être aussi de parler à son animal de compagnie. Mais en fait, le fait d'écrire, de mettre des mots sur ce que nous ressentons, c'est très cathartique, c'est très libérateur. Dans un carnet ou dans un cahier, moi, je vous conseille, comme je le fais pour mes patientes, d'écrire toutes les choses que vous aimeriez faire dans votre vie, tous les rêves qui vous habitent, sans vous bloquer, vraiment sans rationaliser, vraiment vous laisser envahir par vos fantasmes et vous laisser vous interroger aussi sur ce qui vous empêche de réaliser ces rêves. C'est bien souvent le regard des autres qui nous empêche de réaliser nos rêves. Donc, il faut prendre conscience que c'est vous qui créez votre vie, que vous êtes responsable de votre vie et pas les autres. La solitude, elle nous offre cette belle leçon qui est d'abord attendre de soi et pas des autres. Cette réalité, elle doit vous amener à prendre conscience que vous êtes obligé d'être en contact, en connexion avec vous-même. Vous savez, je l'ai déjà peut-être dit, mais vous connaissez très bien, je suis sur ce verset dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, verset 155. Mon Seigneur, il nous dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mon Seigneur, il me le dit que quand je suis seule, c'est parce que ça vient de lui. C'est-à-dire qu'il est en train de m'éprouver, il enlève des personnes de ma vie, je suis en train d'être éprouvée et on sait qu'une épreuve, elle a pour fonction, c'est un acte d'amour de la part de mon Seigneur, une épreuve a pour fonction de vous amener à vous améliorer, à vous réformer, à en sortir beaucoup plus fort. Parfois, il est nécessaire de nous-mêmes. Exactement. Parfois, il est nécessaire que des personnes sortent de notre vie pour qu'on puisse être enfin se voir tel que l'on est, surtout quand c'est des personnes toxiques, pour que l'on puisse apprendre à s'aimer, à être en bonne entente, à être, bref, ce que je dis à chaque fois, devenir une bonne amie, une meilleure amie pour soi-même. Donc, il y a une autre façon de se retrouver avec soi-même, c'est, vous l'avez compris, passer par la méditation. Alors, le simple fait de rester juste, ça c'est des études qui ont été faites, de rester chaque jour assis un quart d'heure sans bouger, les yeux
yeux clos, dans le silence, les recherches en psychologie ont montré que c'était un moyen formidable de s'enraciner au plus profond de soi et donc de soi et de sa vie. Alors, vous imaginez si ce moyen-là, c'est 5 fois par jour, et bon, moi, je ne cherche pas à faire du prosélytisme, mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui ont une forme de croyance, voilà, pour toutes les personnes qui ont une forme de croyance, il faut vraiment pas hésiter, même si vous êtes entouré de plein de personnes qui vous parasitent, les enfants, le mari, voilà, le travail, accordez-vous quelques minutes pour être en pleine méditation, parce que ce sont des retrouvailles, ce sont les retrouvailles avec votre intimité, votre intériorité, à un moment que vous allez vous offrir, qui vont vous permettre de vous comprendre, de vous recentrer sur vous, et donc d'une certaine manière aussi de vous respecter et de vous aimer. Autre moyen aussi, excuse-moi William, on prend du temps pour soi aussi en apprenant à faire des choses qu'on aime. Faire à manger, se mettre son vernis, faire du sport, regarder un film ou écouter une musique qui nous plaît. Vraiment, on prend du temps pour recharger ses batteries dans le bon sens. Et les gens l'oublient parfois, mais prendre du temps aussi pour apprendre, pour se remplir d'un savoir, hein, pour remplir sa cognition, c'est aussi un bon moyen de moins se sentir seul. Alors, prenez des cours sur Internet. On sait que grâce à Internet, on peut prendre des cours en ligne sur tout, pour tout. On peut absolument tout apprendre aujourd'hui. Hein. Et avec le confinement, il y a de nombreux sites Internet qui ont mis à leur disposition de façon gratuite dans des cours et même des bases de données. Donc, il faut vraiment en profiter. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est aussi une bonne façon de se remplir intérieurement. Et souvent, d'ailleurs, les formations qui sont proposées vous permettent d'intégrer des groupes d'échange sur la matière. Donc, vraiment, un des bons moyens aussi, c'est de se remplir intérieurement, c'est de s'enrichir. Essayez de combattre la négativité. Ça, c'est notre leitmotiv. Hein, c'est ce qu'on ne cesse, Sophia et moi, de vous dire depuis le début de cette émission. Il faut combattre la négativité. Les recherches ont mis en évidence que le sentiment de solitude et d'isolement rendait les gens plus négatifs et plus critiques. Donc forcément, si moi je suis négative, je suis critique, les gens vont pas avoir envie de rechercher ma compagnie, ils vont pas avoir envie d'être en contact avec moi. Donc commencez d'abord par identifier les moments, les fausses croyances, les pensées négatives, les pensées limitantes qui peuvent vous envahir, qui peuvent submerger votre esprit. Et pour chacune de ces pensées négatives, il va falloir que vous deveniez l'avocat du diable, entre guillemets. Il va falloir que vous vous efforciez de proposer un argument, un contre-argument à toutes ces pensées négatives, parce que, je le dis à chaque fois, je le dis à toutes mes patients, je ne peux pas sortir de l'obscurité et de sa solitude si j'injecte dans cette obscurité ou cette solitude encore de l'obscurité. Pour sortir de l'obscurité, il faut injecter de la lumière. Et mes pensées positives sont une lumière. Et quelle meilleure pensée positive que celle de notre Seigneur au passage. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la pyramide de Maslow. Et soyez à l'écoute de vos besoins le plus possible. Essayez de réaliser vos besoins. Lancez-vous dans des projets, je sais pas moi, artisanaux. Faites tout ce que vous vous êtes toujours interdit. Là, c'est le bon moment. Vous n'avez plus d'excuses. C'est le bon moment pour vous autoriser à faire tout ce que vous rêviez de faire. Eh William, j'ai aussi la solution ultime pour plus se sentir seul. Je t'écoute. Eh ben, viens nous écouter toute la journée, matin, midi et soir. Toute l'équipe de la radio France Maghreb 2 se plie en 4 pour essayer de vous occuper, de vous changer les idées, de ramener un peu d'arc-en-ciel dans nos vies en général, confinement ou pas confinement. On essaye de relativiser, de discuter, d'échanger, de grandir humainement et de s'envoyer de la force. Du coup, vu que l'émission va être finie pour aujourd'hui, pour ceux qui le veulent, on va rester en ligne sur le Facebook et le YouTube. Et pour les auditeurs, on va se retrouver demain avec un sujet plus que piquant, qu'on mettra en story Facebook si vous voulez avoir plus d'informations. Exactement. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah, j'avais pas prévu que genre ça s'arrête sur ça. Je m'attendais à ce qu'on dise bon bah à demain tout le monde, papa, j'ai trop aimé l'émission, tout ça, tout ça. Ben non, Nabil, il nous attend. Bon, bah d'accord. Bon, bah pour les Facebookers et les Facebookeuses qui sont restés avec nous, n'hésitez pas à remettre des questions là, parce qu'on va toutes les reprendre pour essayer de vous donner des informations clés et tout simplement des petits conseils pour mieux aviser, mieux vivre sa solitude au quotidien ou tout simplement, ça y est, se vider la tête et se recharger de bonnes énergies.
Exactement. Alors, un autre, merci Sophia Barakallahu Fiki, c'est exactement ça. Heureusement que tu es là, tu es mon binôme, franchement, tu dis tout ce que je ne sais pas dire. Alors, un autre moyen pour bien vivre, ou mieux vivre la solitude qui m'est imposée par l'extérieur, ça va être le fait de prendre soin de soi. Hein. Des fois, c'est un peu des évidences que je peux dire, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que l'isolement, le repli sur soi, qui soit qui est non, surtout, enfin, qui soit non volontaire plutôt, parce que quand il est volontaire, il est bénéfique, bah, c'est des facteurs de dépression, comme on l'a dit tout à l'heure, ou même d'altération de l'estime de soi. On a parlé de l'estime de soi. Plus on se sent exclu, moins on s'attribue de valeur personnelle et donc forcément, moins on va bien se traiter. Alors que si on fait l'inverse, si on décide de bien se traiter, forcément, on va s'attribuer plus de valeur et donc mieux on vivra l'isolement. Donc, s'il vous plaît, le confinement ne justifie pas que vous restiez toute la journée en pyjama, que vous ne preniez pas le temps de vous coiffer, de vous laver, de vous parfumer pour les femmes, même de vous maquiller. Donc, soignez votre apparence physique, même en confinement, même si on ne vous voit pas. La première personne qui vous voit, c'est vous. Votre regard porté sur vous, c'est lui le plus important. Donc, faites-vous plaisir en vous faisant beau ou belle. Également, même en période de confinement, pratiquer des activités physiques, sportives, artistiques. S'il vous plaît, on n'a plus d'excuses. On est dans un monde, dans une société de l'hypercommunication. Il suffit d'aller sur des plateformes d'échange, dont je ne citerai pas le nom, et vous pourrez trouver pléthore, un nombre incroyable de vidéos qui vous encouragent à pratiquer des activités physiques, sportives et artistiques tout seul à la maison. Et surtout, s'il vous plaît, ça c'est hyper important que vous l'entendiez bien, ne sous-estimez pas les petits plaisir, sous prétexte que c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer ma vie. Détrompez-vous. Un petit plaisir, plus un petit plaisir, plus un petit plaisir, ça fait des montagnes. Ne sous-estimez pas la petitesse de votre action parce que chaque fois que je vais faire quelque chose qui me fait plaisir, mon cerveau va sécréter des neurotransmetteurs du bien-être. Et une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte, ça fait des fleuves, ça fait des rivières, ça fait des torrents. Et donc, oui, dis-nous Sophia. Fini le torrent, j'aime bien. Voilà, donc pour améliorer ça, c'est aussi l'action qu'on va faire aujourd'hui, même si la conséquence ne va pas se voir immédiatement. Sachez que sur le long terme accumulé, enfin, ce que je vais faire aujourd'hui va être la conséquence de ce qui va arriver à la Sophia de demain, à la Sophia dans un mois ou à la Sophia de l'année prochaine, si elle est encore vivante d'ici là. Eh oui, exactement. C'est l'effet papillon. Donc, on perd pas espoir, on remplace la négativité par des bonnes ondes. On essaye vraiment, attention, hein, quand on a une mauvaise pensée, il faut pas l'interrompre. Faut pas dire, ah non, je veux pas penser à ça. Parce que là, on va encore plus penser à ça. Il faut laisser la mauvaise pensée passer et la compenser petit à petit, par une idée beaucoup plus positive, quelque chose qui va nous apporter de la joie pour remplacer la peine. Un bon souvenir, un bon petit plat, un bon petit livre. Et j'en passe. Exactement, une pensée négative, on ne peut pas la combattre en disant il faut que j'arrête de penser à ça, il faut pas que je pense comme ça, il faut pas que je pense ci, parce que en fait, en agissant ainsi, on ne fait que maintenir cette pensée dans notre psyché. Non, la meilleure façon de lutter entre guillemets contre une pensée négative, c'est de lui proposer, c'est de lui apporter une alternative. Alors, c'est un exemple que je donne aussi à mes patientes, hein, qui est très simple. Par exemple, Sophia essaye de me dire une pensée alternative à il faut souffrir pour être belle. Non. Bah, donne-moi ne me dis pas non, il ne faut pas penser ça. Propose-moi une alternative. Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois me dire pour me libérer de cette pensée négative? À quelle heure je dois souffrir pour être belle? La beauté, c'est un état d'esprit. Tu es en train de la maintenir. Là, tu es en train de la faire vivre, cette pensée. C'est exactement ce que je disais qu'il ne faut pas faire. Ah, bah moi, dans ma tête, tu vois, de grosses Algériennes, c'est à quelle heure je dois souffrir pour être belle? Je peux pas souffrir, je suis belle dans ma tête. Mais tu es encore en train de penser souffrir pour être belle. Psychiquement, tu es encore en train de penser à ça. Non, en fait, ce qu'il faut pouvoir se dire, par exemple, c'est si moi, dans ma tête, je me dis il faut souffrir pour être belle, je vais proposer une alternative en disant il faut être heureuse pour être belle. Il faut être heureuse pour être belle. Tu vois, c'est proposer une autre pensée qui va venir se coller sur cette pensée négative. Mais dire non, je dois pas penser comme ça, c'est n'importe quoi. En fait, je vais vivre cette pensée négative. Tu comprends? Du coup, je vais continuer à l'alimenter indirectement et donc perdre des bonnes ondes à ça. D'accord.
Exactement. Alima a raison. Elle nous dit, je suis toujours fidèle. Exactement, c'est ça. Alors, un autre moyen de bien vivre la solitude, quand elle nous vient de l'extérieur, qu'elle nous est imposée, c'est le fait de se relier aux autres. L'un des pièges de l'isolement et donc du sentiment de solitude, c'est de négliger nos petits liens au quotidien. On s'en rendait pas compte, mais dans notre vie de tous les jours, on passait notre temps à parler avec notre boulangère, avec une personne dans la rue qui a fait tomber un objet, avec un collègue, avec le chauffeur de bus. On est constamment en train d'être en communication, en échange. Donc, quand on est en situation de confinement, on n'a plus toutes ces petites interactions, tous ces petits contacts. Donc, ne minimisez aucun lien, ne minimisez aucune interaction. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'une vie relationnelle et sociale, elle est tissée de 1001 petits fils différents. Donc, on ne sous-estime pas juste le fait d'avoir dit un mot à quelqu'un sur un réseau ou d'avoir parlé juste 10 secondes à une amie ou d'avoir laissé un message sur un répondeur à une personne qu'on aime. Donc, rejoignez le plus possible sur les réseaux des groupes d'activité. Sur les réseaux sociaux, il existe des groupes de lecture, de méditation, de sophrologie. Choisissez des forums de discussion portant sur l'un de vos centres d'intérêt à vous, parce que comme ça, vous serez certain en fait d'avoir des points communs avec les personnes qui sont en face de vous. Vous vous sentirez à l'aise, vous aurez moins honte, vous serez moins gêné, vous vous sentirez capable d'échanger avec ces personnes. Donc, choisissez des forums où vous allez être un peu similaire, des forums avec qui vous allez avoir des personnes qui vous ressemblent. Vous pouvez essayer aussi sur Internet, pourquoi pas, c'est aussi un bon moment, une bonne occasion, essayer de retrouver des anciens amis ou d'aller fouiller comme ça, de retrouver des cousins et des cousines, des membres de votre famille. Essayez de retrouver vos anciens collègues ou des personnes avec qui vous étiez au lycée ou à l'université. C'est un bon moyen de retisser des petits liens, mais qui font incroyablement du bien. Inscrivez-vous aussi, ça existe, peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe, comme il existe des sites de rencontres amoureux, il existe des sites de rencontres amicales, de qualité, qui sont bien sécurisés. Essayez d'avoir recours à ça. C'est pas déprimant, c'est pas désespérant. Surtout là, en période de confinement, c'est quand même un outil qui est à notre disposition et il faut sauter sur l'occasion. Essayez de trouver, à travers ces sites, des personnes avec qui vous pourrez être en échange, avec qui vous pourrez discuter et qui sait peut-être avec qui vous pourrez avoir une vraie amitié à la fin du confinement, avec qui vous pourrez aller déjeuner, discuter. Oui, dis-nous. Sans même les sites de rencontres amicales, oui, il y a des groupes vraiment sur les réseaux, qu'ils soient en toutes les plateformes, Instagram, Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Il y a des groupes spéciaux pour les gens qui veulent gratter l'amitié, qui veulent rire à foison, qui veulent échanger des anecdotes, qui veulent se donner des recettes de cuisine. C'est vraiment vous, selon votre intérêt, vos centres d'intérêt plutôt, vous êtes ouverts au monde. Donc, au lieu de rester seul à déprimer on sait que j'ai pas d'amis, on sait qu'en ce moment ma vie elle est nulle, je peux pas sortir. Eh ben, on va juste essayer d'inverser la tendance. Bon, vas-y, j'ai pas d'amis depuis longtemps. Bon, vas-y, je risque de pas sortir pendant encore un petit moment. Eh ben, pourquoi pas aller sonder les gens, parler avec eux, apprendre à les connaître, à les découvrir. Comme tu l'as dit, des anciennes relations pour renouer des liens passés, mais aussi en créer des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, prendre du temps pour rire, très important. Essayez de rire au moins une fois dans la journée. Souriez, même si c'est pas dans votre habitude. Souriez, vous allez libérer de l'endorphine dans votre cerveau. Et puis, je vous mens pas, les rides aussi, c'est les plus belles. Exactement. Alors, ça, c'est quand on a encore des ressources, quand on a encore de la motivation, quand on n'est pas déprimé. Maintenant, si vous en êtes arrivé à un point où vous commencez à souffrir de votre solitude, où vous êtes déprimé et où vous avez l'impression que ça vous en coûte énormément d'aller sur ce genre de site, d'espace virtuel, il existe pour les personnes qui vraiment sont en souffrance, il existe des permanences par téléphone ou par chat qui vous permettent d'échanger avec des personnes qui ont une écoute, qui ont une disponibilité, qui ont une connaissance de la question de la solitude. C'est le cas de l'Astrée. Donc, Sophia, si tu veux bien, je te laisserai mettre en commentaire pour nos Facebookers les informations que je vais donner. Il existe donc une association qui s'appelle l'Astrée et qui, depuis ASTRE, accent E, qui depuis plus de 30 ans lutte contre l'isolement des personnes. Donc, c'est une ligne d'écoute, une ligne d'échange que vous pourrez donc, sur laquelle vous pourrez aller, c'est le 01 42 27 64 34. 01 42 42 27 64
34. Alors, et voilà. C'est un peu, moi, des fois, quand je dis à certains de mes proches, à certaines personnes, qu'ils ont cette possibilité d'aller aussi sur ce site, quand je parle de ce que je vais dire, souvent, les personnes sont honteuses, sont gênées, et puis elles ont l'impression qu'elles sont arrivées au bout du bout. Avoir conscience qu'on a atteint cette limite, c'est une force. Il faut que vous ayez conscience de vos limites et il n'y a rien de honteux. Personne ne va vous juger de façon négative. Personne ne va vous critiquer pour le fait de contacter cette association que je vais nommer. Il faut le faire parce que parfois, c'est nécessaire. Et finalement, vous vous en fichez. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes patientes et à toutes les personnes que je rencontre. Vous vous en fichez de ce que les gens pensent de vous parce que dans vos moments de bonheur, dans vos moments de douleur et le jour où vous mourrez, vous serez seul. Donc, les gens ont toujours plein de choses à dire sur vous. Ils ont toujours plein de paroles négatives à adresser à votre sujet. Le plus important, c'est que vous soyez connecté à vous et que vous preniez soin de vous. Donc, autre association que vous pourrez contacter, c'est SOS Amitié. SOS Amitié, elle fédère 44 associations régionales. Donc, il faut aller sur le site internet SOS-6 amitié.com pour trouver le numéro d'écoute. Donc, vous pourrez appeler aussi, mais il faut aller sur leur site pour avoir le numéro de téléphone. Vous pourrez trouver le numéro d'écoute de votre département ou vous pouvez aller directement sur Internet et taper SOS Amitié avec votre département. Et là, s'affichera le numéro de téléphone qui vous est le plus approprié. Donc, s'il vous plaît, c'est pas un aveu d'échec, c'est pas une honte, ce n'est pas un échec. Et je sais que c'est souvent perçu comme ça dans la société dans laquelle nous vivons, que le fait d'être peu accompagné, souvent c'est vécu comme un échec. Souvent, la réussite, Sophia, tu nous diras, c'est d'avoir je ne sais combien de millions de followers, c'est d'avoir je ne sais combien de millions d'abonnés. Non, c'est la qualité qui compte plus que la quantité. On va pas retenir le mot échec. C'est un mot qu'on n'aime pas, nous, ici, à France Maghreb 2. Nous, on appelle ça des leçons de vie. Ça veut dire, j'ai pas réussi hier, ouais, peut-être. Ok, c'est cool. Mais par contre, je vais réfléchir pour que la prochaine fois, quand cette situation va se représenter à moi, je vais agir autrement. Et du coup, là, j'en aurai tiré des leçons. Et je serai une meilleure personne qu'hier. Donc, exactement. Pas d'échec, il des leçons. Et vous êtes une meilleure personne qui soit. Encore faut-il que vous puissiez y croire. Encore faut-il que vous puissiez voir à l'intérieur de vous cette belle personne que vous êtes. Et vous êtes tellement une belle personne, vous qui nous regardez, que Vraiment. vous allez prendre soin des autres. Et oui, puisque se sentir utile, prendre soin des autres renforce notre bonne estime de nous et change la dynamique relationnelle en fait. Pourquoi? Parce que au lieu de constamment se dire je reçois rien de personne, au lieu de constamment se plaindre de ce que les autres ne nous donnent pas, de ce que les autres ne nous accordent pas, pourquoi ne pas inverser la tendance et au contraire se dire ok, je reçois pas, c'est pas grave. Eh ben c'est moi qui vais donner, c'est moi qui vais soutenir. C'est la meilleure manière de sortir de notre isolement affectif et de renouer avec le sentiment d'appartenance à la communauté des hommes. C'est en répondant à leurs besoins. On répond aussi d'une certaine façon aux nôtres. Mais attention, moi je dis ça, mais attention, il ne faut pas que ce soit notre seule façon de répondre aux besoins. Ce n'est pas que ceux des autres, c'est d'abord les miens et ensuite j'en fais aussi un peu pour les autres. On n'est pas dans l'abnégation. Et double attention. On est gentil avec les personnes qui le méritent. On ignore les autres. Parce que si on se donne, nous, trop gentils aux gens qui ne le méritent pas, ils vont vous prendre votre énergie et du coup, on va retomber dans le mal. Pas bénéf. Or que si vous vous donnez à bon escient aux personnes qui vont vous le rendre ou aux personnes qui le méritent, alors là, vous allez vous coucher, mais genre en mode, waouh, aujourd'hui, j'ai vécu vraiment une belle journée. Exactement. Et si vous vous posez la question comment je fais en situation de confinement pour aider les autres, pour prendre soin des autres, n'hésitez pas à aller sur le site que Sophia va nous indiquer. N'hésitez pas à aller sur ce site parce que vous trouverez des propositions qui sont validées par le gouvernement, bien entendu, des propositions d'aide. C'est le site www.solidarité, comme solidarité, confinement, comme confinement, .fr, tout collé. Solidarité confinement. Donc, www.solidaritéconfinement.fr.
Un autre moyen, en plus d'aider les autres, de faire du bien, parce qu'on se l'était déjà dit, chaque fois que je suis à l'origine d'une bonne action ou que je suis témoin d'une bonne action, mon cerveau va sécréter les neurotransmetteurs du bien-être. En plus de faire du bien aux autres, un moyen de permettre à mon cerveau de sécréter des neurotransmetteurs du bien-être, c'est celui de bien dormir. Mon conseil peut vous paraître un peu curieux. Vous allez me dire quel est le rapport avec le fait de se sentir seul. Détrompez-vous, il y a un vrai rapport. Les chercheurs ont constaté, ils ont pu démontrer que le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité va nous rendre agressifs, va nous rendre un peu aigris, et donc c'est un peu désocialisant. Sophia, je vois que tu caches ton visage. Non. J'avoue, je dors mal et du coup, je suis très mauvaise humeur le matin, faut pas me parler. Et tu le sais, quand tu m'appelles le matin avant l'émission, je te dis, j'ai pas encore pris mon café, ta mère. Ton allô me dit si tu as passé une bonne nuit, t'inquiète pas. Alors, non seulement les mauvaises nuits, elles vont impacter négativement sur notre humeur et sur nos émotions, mais en plus, elles vont dissuader les autres de rentrer en contact avec nous. Notre fatigue, notre irascibilité, elle va générer un repli sur soi et elle va mettre à distance les personnes qui pourraient avoir envie d'échanger avec nous. Du coup, William, c'est tout résumé dans les grandes lignes avant que tu nous conseilles quelques livres, parce que vu qu'on a pas mal de temps à faire, c'est cool d'écouter des musiques, regarder des films, mais c'est bien aussi de lire. Pour résumer dans les grandes lignes, si on a bien compris, on remplace, enfin du moins, on compense le négatif par du positif. On s'occupe du mieux qu'on veut, et du mieux qu'on peut, on essaye de s'occuper, on pense à autrui, mais on ne s'oublie pas pour autant. Donc ça, c'est les 3 clés pour sortir de l'isolement. Et on décide aujourd'hui, à partir de maintenant et pour toujours, de trouver à l'intérieur de nous notre meilleur ami. Mon meilleur ami, il est à l'intérieur de moi. Je ne suis jamais, jamais seule. Je suis avec moi, si j'accepte d'être avec moi-même, avec mon enfant intérieur. Et pour les personnes qui ont une croyance, qui ont une spiritualité, une religiosité, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes aussi en contact avec notre Seigneur. Et puis, juste une petite généralité, mais que vous avez sûrement tous en tête. On n'est jamais seul. Sophia et William, voilà. Vous n'êtes jamais seul. Et ça, c'est partagé dans les 3 monothéistes. Vous savez qu'on a des anges avec nous, des anges qui écrivent nos œuvres. Donc, en réalité, quand on prend vraiment conscience de ces 2 anges qui sont à notre droite et à notre gauche, mais aussi des 2 anges que nous avons devant nous et derrière nous, vous voyez, déjà, on commence à avoir des êtres autour de nous invisibles. Donc, le plus important, c'est même pas ces êtres invisibles. Le plus important, c'est l'invisible qu'il y a en moi et que j'accepte de regarder, que j'accepte d'écouter et avec qui j'accepte d'être en contact, en communication. Donc oui, on va passer au conseil de lecture si tu le veux bien, si vous le voulez bien. Alors, première lecture que moi je vais proposer, c'est Psychologie de la solitude de Gérard Macron. Donc l'objectif de ce livre, il est résolument pratique. Il vise à aider les gens qui se sentent seuls à affronter la solitude et qui, comme on le disait, n'est pas toujours négative. Souvent, la solitude, elle provient de l'ennui ou du manque d'activité ou de l'absence de contact, de communication avec soi. Lui, il nous aide à sortir du cycle de cet enfermement, et il nous donne des conseils simples, pratiques, qui pourraient nous donner à nous-mêmes ce désir, cette volonté d'être amis avec soi. Ensuite, nous avons le livre « Seul parmi les autres », le sentiment de solitude chez l'enfant et l'adolescent. Là, je réponds à un besoin peut-être de nos Facebookers pour qui j'ai pas répondu à leurs questions concernant les enfants ou les adolescents. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est le format ne s'y prête pas. On n'a qu'1 heure, on essaye d'être les plus concises et les plus rapides possible. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez y voir un peu plus concernant le sentiment de solitude chez l'enfant et chez l'adolescent, je vous conseille donc ce livre de Sébastien Dupont. Ensuite, alors ça, c'est une petite pépite que j'ai découvert sur Internet. Je préfère vous prévenir, il est épuisé. Il n'existe plus pour le moment. Vous ne pourrez pas vous le procurer, il faut attendre un petit peu. Moi, je vous propose ce cahier du confinement familial. Donc, il y a plusieurs formats de ce cahier de confinement. C'est un cahier où à chaque page, vous allez trouver un petit truc, une petite chose à faire pour vous occuper, pour occuper votre temps libre, que ce soit des dessins, des jeux, des travaux d'écriture. C'est vraiment un cahier humoristique en fait. C'est juste pour de l'amusement, ça. C'est aussi un moyen d'être en contact avec soi de façon positive.
Voilà. Ensuite, vous avez Ensemble, mais seul de Nicolas Forgue. Alors, on s'aime, on décide de vivre ensemble, on y croit dur comme fer, hein, on s'aime dans le couple, hein, on y croit dur comme fer, et puis après quelques mois ou après quelques années, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est important aussi de l'avoir à l'esprit, après quelques années, il y a une espèce de mal qui va, de façon très insidieuse, s'immiscer entre nous deux, et finalement, on est ensemble, mais on se sent seul. Voilà, je suis mariée, je suis avec un amoureux, et pourtant, je me sens incroyablement seule. Ce livre va vous permettre de comprendre vos attentes qui sont inavouées, qui ne sont pas exprimées. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez un espoir qui est impossible de réparer ou d'atteindre, un désir de fusion qui est là aussi inatteignable ou une absence d'objectifs communs. C'est vraiment un livre qui vous permet de fuir ce sentiment de solitude et qui donne là aussi des conseils concrets. Également, vous avez en dernier livre Vaincre la solitude. C'est dans la même lignée que le livre que je vous ai précédemment présenté. On vous donne des techniques, là aussi, pour sortir de votre sentiment de solitude et l'accepter et vivre avec. Alors, en conclusion, moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que la solitude, elle est souvent perçue comme une épreuve quand on l'expérimente après une rupture, après un abandon, après un deuil ou depuis toujours, parce que depuis toujours, on n'a pas réussi à créer le lien que l'on aurait voulu créer avec les autres. Alors, plutôt que de tenter de la fuir, cette solitude, il faut, c'est ce que nous n'avons pas cessé de vous dire aujourd'hui avec Sophia, il faut faire face, il faut y faire face pour traverser cette épreuve. Il faut vraiment se dire que c'est l'occasion d'une rencontre véritable avec vous-même et une ouverture de tous les possibles. Au lieu de penser qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est inutile, parce qu'on est seul, il faut vraiment au contraire se plonger au plus profond de soi pour découvrir toutes ces richesses, toutes ces qualités qui sont à l'intérieur de vous et que peut-être vous pourrez proposer et donner aux autres. C'est en vous acceptant, en vous aimant, en aimant votre différence, en acceptant votre richesse que vous pourrez la proposer aux autres. Si je ne suis pas bien avec moi-même, si je ne suis pas bien avec mon invisible, ça va être très compliqué d'être bien avec l'autre à l'extérieur et d'être aussi connecté à l'invisible qui est au-dessus de moi. Top. Franchement, William, j'ai rien à ajouter. Hormis peut-être le fait que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez être seul. Bon, les anges, la compagnie, tout ça. Mais surtout, nous sommes là. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel instant sur nos réseaux ou vous pouvez prendre rendez-vous avec William en consultation. Elle continue de consulter toujours, même en dehors des émissions, par téléphone, je crois que tu le fais. Vous pouvez la suivre sur ses réseaux, sur sa page YouTube. C'est une professionnelle, vous voyez bien ce qu'elle fait. Moi, j'adore collaborer avec elle. Vous pouvez aussi me suivre moi-même sur ma page, mais moi, c'est beaucoup plus ludique, information qu'autre chose. Je fais seulement la psychologie en compagnie de William parce que j'aime ça, j'aime simplifier la chose pour vous donner les clés de la réussite, parce qu'encore une fois, vous êtes votre propre limite, vous êtes votre propre réussite. Et quand vous comprendrez ça, je vais pas dire le monde est à vous, parce qu'on sait à qui il appartient, mais c'est tout comme en fait. Exactement. Alors, comme à notre habitude, pour conclure, Barakallahu fiki, Sophia, pour ces si belles, mais aussi sincères et vraies paroles. Comme à l'habitude, pour conclure, nous vous souhaitons, Sophia et moi, mais toute l'équipe de France Maghreb 2, comme toujours, de devenir des clés du bien, la paix du cœur, et n'oubliez pas, confinez, mais confiants. Ça ne change pas.